Bonsoir tout le monde. Déjà, est-ce que... Ah bah oui, j'ai l'écho, donc vous m'entendez. Hop, voilà, je mute l'autre PC. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que au niveau image, son, tout est bon? Ça a l'air d'aller, la scène a l'air correcte. Bienvenue à tous pour ce meet-up, pour une discussion télétravail bureau. Et je vais laisser Youn peut-être faire l'intro euh, avec les petites slides et les nouvelles. Bonjour à tous. C'est bon pour les slides du coup, Ouais, Yvan? c'est tout bon, on voit bien. Super. Ok. Donc je vais faire la petite intro habituelle. J'étais moins présent, Rudy avait pris le relais, donc là je reprends le relais derrière. Et donc bienvenue pour ce thème remote versus bureau, travail à distance, de chez soi, de n'importe où, versus dans un bureau, dans un open space, dans un lieu physique où tout le monde est réuni. Mais avant ça, on va faire la petite intro habituelle pour rappeler que Codeur en scène, c'est à la base l'union de différentes organisations, d'associations qui organisent des meet-ups à Rouen en Normandie sur le Microsoft User Group, sur le NuxD, on aura peut-être la troisième session un jour, historiquement le Normandie Jug, RonJS, Normandie Agile et un petit peu d'Amazon récemment. Merci à nos sponsors, donc Sagi, Digit, Matmut, Ftel, Invoke, VirStudio et Linktt. La plupart recrutent encore avec le Covid, c'est pas pour tout le monde, mais merci à eux de nous supporter et du coup ils auront une visibilité plus grande cette année parce qu'il va y avoir un peu plus de meet-up grâce à la partie virtuelle en attendant de revenir avec du site dans du calendrier. Et tout ça pour vous dire, l'annonce partira demain sur les réseaux sociaux, mais il n'y aura pas de codeur en scène physique cette année. Le mettre en début des mini-grips, c'était un peu compliqué. On n'a pas voulu prendre de risques avec les personnes, avec les finances de l'association, etc. Et de pouvoir, par contre, au mois de novembre, vous proposer une autre expérience, passion de journée virtuelle. Et on est en train de lancer pas mal de choses pour vous donner de quoi avoir en conférence et de quoi apprendre au mois de novembre. Il y aura sûrement un appel orateur qui sera lancé. On est en train d'organiser tout ça et de vous préparer un programme adapté à la situation. Donc un peu plus de nouvelles demain et encore plus dans les semaines à suivre et dans les mois à suivre. Enfin, on est présent sur YouTube, sur Twitch, comme vous pouvez le voir, sur Spotify, sur iTunes et en fait sur n'importe quelle application de podcast. Maintenant, on est référencé un peu partout. Ça devrait revenir. C'était un peu compliqué avec le confinement et la vie familiale pour refaire les podcasts et les vidéos, mais on devrait pouvoir récupérer toutes les vidéos et pouvoir les monter bientôt. Et enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur codeurenscène.slack.com et rejoindre la communauté de Codeur en scène pour partager vos articles, pour partager des jobs, pour discuter avec les membres de la communauté sur Rouen et sur la Normandie et encore plus large. Tu veux que je monte mon son, Yvan? Je suis en train de lire en même temps. De toute façon, c'est la fin, je vais parler plus fort du coup. Et pour le moment, on n'a pas de nouvelles sur la suite du programme. Là, on a réussi à compléter pour la suite et on va essayer de vous faire un programme de meet-up en septembre-octobre en attendant la grosse partie de novembre. Et donc, je vais pouvoir arrêter la partie présentation. On va demander à Alexandre et à William de venir sur scène. On est sur scène. Bonjour Alexandre, bonjour William. Bonjour. Bonjour. Pour introduire tout ça, j'ai demandé à celui qui est le plus à gauche de commencer, de se présenter et de présenter rapidement aussi son expérience de travail en bureau et en télétravail pour connaître un petit peu le recul de chacun dessus. Donc, à toi de commencer, William. Je te laisse te présenter ta vie, ton œuvre et ton recul sur le télétravail et le bureau. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à partager mes expériences là-dessus. Je sais que ça va être très enrichissant. Moi, je travaille pour Triptych, une société de conseil dans l'amélioration de l'intelligence sur l'informatique. Enfin, essayer d'aider les gens à utiliser leur intelligence collective pour améliorer leur performance en intégration continue, mais aussi en delivery et en méthodologie. On fait un peu de conseil DevOps aussi. Ça fait 4 ans que je fais ça.
Avant, je travaillais pour une SS2I sur Paris. Ces dernières années, je me suis aussi mis dans le bain des conférences, à aller sur différents trucs, soit en tant qu'orateur ou en tant qu'auditeur, et aussi sur les meet-up. C'est super sympa. Merci aux organisateurs de ce meet-up de nous délivrer ces expériences intéressantes et enrichissantes. Et donc, l'expérience du télétravail et du travail en bureau, ça fait, comme beaucoup de monde, ça fait quelques mois que je fais que du télétravail tous les jours. Mais en fait, avant, ma boîte a quand même une certaine politique du télétravail. Ça, c'était une des choses intéressantes d'arriver dans la boîte Triptyque. Ça a commencé je suis arrivé quand c'était encore une petite start-up. Et on était relativement souple sur la présence, sur les horaires, et c'était vraiment intéressant. Avant la crise du Covid, je faisais pas beaucoup de télétravail, mais de temps en temps, c'était sympa de pouvoir en faire. Une chose intéressante de mon œuvre et de mon expérience à noter, c'est que je suis coach agile. Et donc, beaucoup des arguments, des expériences que je vais vous apporter, c'est en tant que coach agile, et c'est aussi tiré de la communauté agile et craftsmanship. Très bien, merci. À toi, Alexandre. Et je vous laisse vérifier le son dans le côté chat. Ok. Moi, mon son, il est bon? Ça va? Ouais. Bon, en attendant d'avoir des retours, on va commencer. Moi, je m'appelle Alexandre, Canard FR sur Twitter. Je travaille chez Clever depuis 2 ans. Moi, je suis jeune. Je suis sorti d'école il y a 2 ans et demi. Et j'ai fait mes stages de 4e année, de 5e année chez Clever. Et puis après, j'ai commencé à travailler là-bas. Au départ, je n'étais pas en remote. Je me suis déplacé à Nantes parce que Clever Cloud est basé à Nantes. Et puis, au fil du temps, moi, comme je suis de la région normande, je m'éloignais un peu de chez moi. Donc, du coup, j'ai un peu demandé à avoir de l'espacement entre les périodes à Nantes et à Rouen. Et puis, petit à petit, je suis en full remote depuis 1 an et demi. Et voilà. Après, en expérience de bureau, moi, je fais de l'informatique depuis que je suis assez jeune. Et du coup, j'ai souvent eu des jobs d'été dans des boîtes, on va dire, un peu plus classiques, à Rouen et à Caen. Voilà, c'était un peu plus concis. Ok, et du coup, pour lancer les débats, comment ça s'est passé, du coup, la mise en place du télétravail chez Clever Cloud? Comment se constituent les équipes entre ceux en local et en télétravail? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, chez Clever, moi, je trouve que c'est une chance. On n'est pas énormément, on doit être 20 en ce moment. Moi, quand je suis arrivé, on était un peu moins. Le télétravail, je pense que. En fait, Clever, c'est un peu construit. À la base, c'est une bande d'amis, en gros, qui était en coloc. Après, ils ont cherché des bureaux. Ils se sont retrouvés dans un espace de coworking. Et en fait, on va dire qu'ils ont forgé une communauté pas de coworking, mais vraiment autour de la tech à Nantes. Et du coup, les gens appréciaient venir dans l'espace de coworking pour apprendre entre eux, partager des informations. Et au final, tu as des gens qui ont été recrutés comme ça chez Clever, juste parce que, à force de dialoguer avec eux dans les espaces de coworking, c'était des personnes intéressantes. Et du coup, le télétravail, en fait, c'était à côté de ça. En fait, le bureau, c'était un espace pour se rencontrer si on avait besoin de discuter ou de manger un truc ensemble ou d'avoir vraiment une conversation en face à face, parce que parfois c'est nécessaire. Et en fait, le bureau, c'est un outil de travail. Et donc, il y a une espèce de confiance qui se crée forcément, mais ça, c'est plus simple à petite échelle. Et du coup, Clever le télétravail, en fait, c'est juste fait petit à petit. Au départ, j'étais à une semaine sur 3, j'étais ici, à Rouen, et les 3 autres semaines, j'étais à Nantes, etc. Et puis au final, ça se passe bien. Au niveau de la gestion des équipes, chez Clever, il y a à peu près la moitié de l'entreprise qui est en télétravail actuellement, donc à Lille, Rouen, Paris. À une époque, il y avait Toulouse et Lyon aussi, où les gens étaient en télétravail, et puis on se retrouvait de temps en temps tous ensemble à Nantes pour discuter et puis pour se voir, quoi, parce que c'est chouette. Mais sinon, l'organisation de Clever a toujours été très asynchrone. En fait, Quentin, notre patron, il est très. Pour lui, en fait, deux
on va dire des collaborateurs, de collaborateurs qui discutent, c'est du temps de communication qui n'est pas forcément efficace. Et du coup, tout est asynchrone chez Clever. La discussion, tout est asynchrone. Tout passe par Slack. On peut être côte à côte au bureau. On ne va pas déranger son collègue et tout. Donc, du coup, l'avantage du bureau, c'est vraiment pour se voir, pas forcément en lien avec le travail, finalement. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Et cette partie asynchrone, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû ajuster, corriger au fur et à mesure des années? Bah, en fait, tu as des degrés de priorité. C'est-à-dire que les mails, par exemple, c'est les trucs qui sont prioritaires. Chez Clever, tu as très peu de bruit dans les emails, en fait. Les emails, c'est vraiment où tu as des choses où tu veux vraiment une réponse rapide et succincte, quitte à ce que ça englobe plusieurs personnes, etc. Après, on utilise beaucoup Slack, mais tout est asynchrone. C'est-à-dire qu'une notif, enfin, je veux dire, on va jamais se bloquer parce qu'on n'a pas une réponse à un message. Il faut vraiment que ce soit asynchrone et qu'on soit capable de faire autre chose en attendant. Et tout marche comme ça, en fait, finalement. Et c'est là qu'est un peu la clé, mais c'est à grande échelle, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. C'est ça, le problème. Voilà. Est-ce que tu as des choses, William, que tu retrouves de ton côté par rapport au télétravail forcé des derniers mois et par rapport à avant? Et est-ce que toi, avec ta vision de coach agile, comment tu corriges les choses et comment tu optimises les choses, toi, sur les emplacements physiques, au bureau et tout ça, par rapport à ça? Ouais, c'est un peu complexe comme question. Je vais essayer de répondre au moins une partie. Après, Oui. tu me relances si j'oublie un truc. Oui. Alors, avec mon expérience de coach agile, déjà, il y a quelques années, je me suis fait la remarque en lisant un tweet parce que le télétravail commençait à être de plus en plus en vogue, était de plus en plus réclamé. Et c'était devenu tellement un argument de recrutement aussi, et aussi parfois de non-recrutement. Et donc, j'avais vu un tweet de quelqu'un qui disait « Écoutez, les recruteurs, les managers qui vous refusez le télétravail, soyez pas surpris que vous n'ayez pas beaucoup de personnes qui postulent. » Ouais, par exemple, c'est le discours que va reprendre Shirley sur Twitter où il y a une grosse demande pour le télétravail. Il y a un manque d'entreprises pour être dans ce mode-là. Oui, tout à fait. Et donc, moi, ma première réaction à ça, c'était c'est vrai qu'il y a de très mauvaises. Enfin, j'ai imaginé tout de suite les managers que j'ai déjà eus, ces managers qui sont là pour fliquer leur personnel. Et qui sont même. J'ai même eu un manager qui plaçait les personnes dans le bureau en fonction de son degré de confiance. C'est-à-dire que le manager était en bout avec une visu de tout l'open space. Et puis, il y avait des rangées qui avaient tantôt l'écran tourné vers le manager, tantôt tourné de l'autre côté. Et donc, ceux qui avaient l'écran tourné vers le manager, c'était les personnes à qui le manager faisait moins confiance. Le manager, il pensait que ces gens-là, ils passaient toute leur vie sur Facebook. Et les personnes qui avaient droit d'avoir l'écran tourné dans l'autre sens, c'était les bons élèves, parfois les lèche-bottes, et c'était les personnes à qui il donnait un certain degré de confiance. Moi, j'ai imaginé tout de suite ces managers-là, mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'enlever ce manager-là du débat. Moi, ce soir, je suis surtout pas là pour défendre ce genre de caricature qui existe malheureusement. Mais la réaction que j'ai eue ensuite, c'est « Ah oui, mais en fait, quand je pense au télétravail, je pense aux moyens de communication, le moyen là qu'on est en train d'utiliser ce soir pour faire cette conférence. Quel est l'impact d'utiliser ça plutôt que du présentiel ?» Et en fait, il y a justement une perte de richesse de communication et aussi certaines pertes d'efficacité dans la communication liées à ce médium-là. Et ça, je trouvais ça intéressant, c'est que dans l'écosystème agile, la colocalisation de l'équipe, c'est quelque chose qui est très fort, en fait. Peut-être qu'on l'oublie de le réaffirmer en ce moment, mais alors, je dirais que quelque part, on a Einstein de son côté, j'ai Einstein de mon côté sur le travail
au bureau, c'est qu'il y a une constante universelle qu'on ne peut pas changer, ou en tout cas, on n'a pas trouvé le moyen de le changer pour l'instant, c'est la vitesse de la lumière et c'est la relativité restreinte. C'est que la lumière et l'information ne peut pas se propager à une vitesse plus grande que la vitesse c. Et ça induit certaines choses, certaines latences, et c'est un truc que même si on a des améliorations technologiques, on n'arrivera pas à passer cette barrière-là. Et si je reprends un peu, par exemple, on a eu l'exemple de Marissa Meyer à Yahoo qui a regroupé tout le monde en colocalisé. Chez Google, c'est aussi très comme ça. J'ai même vu dans des banques françaises où, en fait, tu sais, souvent dans les grands groupes comme ça, ils ne sont pas en télétravail, mais ils sont quand même tous en visio toute la journée. Et du coup, ils ont fait une transformation où ils ont essayé de regrouper tout le monde par centre et avec les déménagements que ça induisait et tout ça. C'est-à-dire que l'équipe qui faisait projet A, qui était sur 5 sites, devait absolument se regrouper à Nantes ou à Lille ou à Bordeaux ou à Paris. Et du coup, sous l'égide de Squad à la Spotify, on a tenté de se regrouper directement là-dessus. Et donc, ça a aussi eu des impacts humains, des pertes de personnes, etc., cette colocalisation. Oui, carrément. Mais je pense que dans ce débat, il ne faut pas oublier que, même si le télétravail, je vais être d'accord, ça représente certains avantages, il y a un inconvénient c'est un éléphant dans la pièce parfois, c'est le moyen de communication. Et je pense que c'est important de l'adresser. Effectivement, avec un des clients là, que j'ai eu pendant la crise du Covid, il avait instauré un salon audio permanent. Et l'idée, c'était de rester connecté en permanence sur ce salon-là pour simuler la colocalisation et avoir au moins capter au moins une partie de ce que certains agilistes appellent les radiateurs d'informations. C'est toutes ces informations anecdotiques et insolites qui vont se propager naturellement quand on est colocalisé. Et je pense qu'avoir il y a de plus en plus de services de bureaux virtuels où carrément on peut avoir un plan de bureau virtuel et avec des pièces, avec des salles de conférence, avec des postes de travail. Et les gens, ils peuvent s'asseoir à des chaises, à des tables. Et dès qu'on est à la même table, on entend le son de ses collègues. Et je trouve ça vraiment intéressant pour justement adresser cette problématique de qu'est-ce qu'on perd quand on n'est pas colocalisé. Et du coup, il y a une question qui permet de rebondir directement. Donc, c'est un channel audio, plein d'interrogations. Sérieux, quand vous codez un truc compliqué, vous ne pouvez pas vous isoler avec un casque et de la musique pour avoir la partie zone de flow? J'ajoute la partie zone de flow à la question. Comment tu opposes les deux, ou est-ce que ce n'est pas les mêmes moments de travail? Je ne sais pas. Oui, alors c'est vrai que je ne me suis pas connecté en permanence sur ce salon audio et je pense qu'il y a pas mal d'arguments à tourner autour des interruptions et des changements de contexte. J'ai cité sur ce que Alexandre, tu as dit sur la communication asynchrone. Et je me retrouve en partie là-dessus parce que effectivement, quand on doit se synchroniser, ça veut dire qu'on doit abandonner la tâche qu'on faisait précédemment pour arriver sur la même tâche. Alors, une des solutions des partisans de extreme programming, l'idée, c'est de travailler en paire. Et donc, quand je veux communiquer, de préférence, je vais communiquer avec mon pair. Mais comme on est dans le même bureau avec tout le reste de l'équipe, il y a un certain nombre d'informations qui vont radier vers les autres. Il y a des moments quand même où on veut faire parfois ce qu'on appelle du deep working. Et ceux qui emploient les techniques de Pomodoro le font parfois. J'essaye, pour être le plus efficace possible, j'essaie de me dire, OK, pendant les 30 prochaines minutes, je ne veux faire que ça. Et je ne veux aucune distraction par rapport à cette tâche-là. Si au bout de 30 minutes, j'ai fini, super. Si je n'ai pas encore fini, je mets ma tâche de côté, je fais une petite pause, je ressors de ma bulle, etc.
Mais effectivement, je pense que les moments de coupure sont importantes. D'ailleurs, c'est une des critiques par rapport à l'open space, c'est le bruit. Le bruit ambiant, le bruit dérangeant. Il y en a un qui est sur un appel conférence, il y en a un autre qui est en train de juste dire ses pensées à haute voix, il y en a deux autres collègues qui sont en train de discuter d'un truc, et puis comment est-ce qu'on travaille dans ces conditions-là? On aurait peut-être mieux été dans un bureau, quoi. Je te confirme. Et du coup, tu as eu le temps de connaître ces open space brillants et tout ça, Alexandre? Oui, bah oui, parce que nous, chez Clever, on avait, en fait, à la base, c'était un espace de coworking où on avait nos locaux en privé, mais ça arrivait trop souvent qu'on ne travaille pas dans le local directement, qu'on travaille dans l'espace de coworking. Et effectivement, bah oui, c'est pas toujours très efficace, on va dire, pour travailler. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Tu dis la communication en colocalisé, etc. La vitesse de la lumière, ça va plus vite. Enfin, c'est forcément plus performant d'être colocalisé. Moi, il y a quelque chose qui m'embête là-dedans, c'est que quand tu es sur place avec tes collègues, tu es en représentation, en fait, de toi. Toi, enfin, je veux dire, tu essaies quand même de bien te faire voir par tes collègues. Tu n'es pas forcément naturel, au début, tout du moins. Enfin, la représentation, c'est quand même... enfin, je pense que ça joue forcément sur ta productivité au boulot. Ça joue forcément sur ton attitude au boulot. Ça joue sur, on t'invite à déjeuner un midi, par exemple, entre collègues, etc. Et toi, tu es focus sur ton boulot. Et, enfin, après, ça peut avoir, pardon, tu peux ne pas spécialement avoir envie de passer du temps avec ces collègues-là. Tu peux ne pas, enfin voilà, tu peux être asocial, qu'on le dise clairement. Et du coup, le bureau te contraint à te donner une image, en fait, pour que tu plaises, j'ai envie de dire. Et ça joue un peu. Voilà. Ouais, Ça veut dire que ça peut être une fatigue mentale? bah, pas une fatigue mentale, mais tu penses forcément à ce que les autres peuvent penser de toi. Enfin, à tout moment, je pense. Et tu as envie de faire bien. Et du coup, tu n'es pas forcément vrai, tu n'es pas forcément focus sur ce que tu dois faire. Parce que ça joue en partie sur ton attitude. Alors, est-ce qu'on y échappe complètement quand on est chez soi? Alors, on n'y échappe pas complètement, puisque forcément, on fait des points, des rendez-vous, etc. Et même en visio, là, il y a une certaine représentation à avoir. Mais c'est beaucoup moins gourmand en temps. Enfin, c'est beaucoup plus limité, en fait. Moi, une des techniques que j'affectionne beaucoup, alors à ne pas tordre mes paroles, mais c'est pas à utiliser tout le temps, hein. Mais j'aime beaucoup le travail en binôme, voire parfois le travail en masse, tous ensemble sur un seul écran. On essaye de vraiment aller au fond d'un problème avec toutes nos compétences et d'utiliser l'intelligence collective pour être plus efficace. Et ouais, j'identifie bien ton point de cette pression sociale, en fait, d'être en présentiel. Je l'ai vécu et c'est un truc véridique. De l'autre côté, il y a une pression parfois positive et que je retrouve avec le pair programming, bah, il faut qu'on finisse cette tâche. On est tous les deux. Parfois, je prends quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience que moi. C'est pas seulement pour lui apprendre des choses, loin de là. C'est pour que cette autre personne me fasse ressentir que je suis redevable. Qu'en fait, je ne peux pas juste aller ouvrir un onglet sur Twitter, aller voir sur YouTube, aller trifouiller avec des trucs qui sont à droite à gauche. C'est non, pendant les 30 prochaines minutes, j'ai envie d'attaquer ce problème-là. Et en fait, juste la présence, quelque part, c'est un chien de Pavlov. Ce n'est pas pour dénigrer la personne qui fait binôme avec moi, parce qu'elle m'apporte beaucoup plus que ça. Alors, pour les ignares, est-ce que tu peux définir chien de Pavlov, s'il te plaît? Pardon. Donc, Pavlov, je ne sais pas ce qu'il faisait, quelle discipline il avait. Il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi là-dessus. Mais l'expression du chien de Pavlov, c'est un monsieur qui s'appelait Pavlov, qui a beaucoup, qui trouvait qu'il faisait avancer ses réflexions et ses recherches beaucoup plus fluidement quand il l'expliquait à haute voix à son chien. On a
je pense qu'on a tous eu ce moment de déclic où Ok. on avait un problème, on a galéré sur un problème, on va à la machine de café, on discute avec quelqu'un d'autre, n'importe qui, de son problème, et tout de suite, juste en l'exprimant, on voit tout de suite, ah oui, c'est ça le problème, c'est comme ça que je vais le résoudre, quoi. Avec Ben, une technique de manager qui demande à quelqu'un d'expliquer son problème, il le résout, il a fait 50% de la résolution en général. mais ça, du coup, en asynchrone, enfin, moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, de commencer à écrire un message directement en DM à quelqu'un parce que je sais que c'est cette personne-là qui est capable de me répondre sur ce sujet-là, où je commence à écrire un message, j'écris, je sais pas, 300 mots, tu vois, parce que c'est un problème compliqué, imaginons. Et en fait, je finis mon message, je me dis, mais en fait, j'ai compris, juste en l'écrivant. Et du coup, je l'efface. Et là, j'ai même pas dérangé la personne en face, en fait. Donc là, c'est le petit avantage. Donc, c'est pas grand-chose. Mais ça m'est arrivé, je compte même plus. Et d'ailleurs, petite question, Alexandre, là-dessus, c'est quoi votre effort de formalisation que vous faites à Clever dans toute cette partie asynchrone télétravail? Vous formalisez tout? Par exemple, Euh, tu discutes, tu fais un chat avec discute avec des collègues de ouais, trois, et après, ouais. comment vous faites pour repartager à tout le monde? Et comment ça se passe entre même les quelques-uns du site de Nantes avec le reste? En fait, enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres boîtes, mais le Slack de Clever, c'est 200 channels, en fait, alors qu'on est 20. Et je dirais qu'il y a, les personnes ont en moyenne, je sais pas, 50 channels en fonction de ce sur quoi elles bossent. Et en fait, c'est ça qui fait du coup des cercles en fait de discussion. Là, je disais directement DM, mais en fait, c'était dans un chan. Mais du coup, on a des chans exprès sur les projets ou sur les produits directement. Et ça impacte tout le monde directement, tous ceux qui sont concernés. Mais là, enfin, plus récemment, je sais pas trop, enfin, je sais pas, bref, on a un tool que Hubert est en train de finaliser, en gros, qu'on a appelé le CC Assistant, où en fait, nous, chez Clever, tous les jours, on a un channel exprès où en fait, en une ligne, on met ce sur quoi on bosse. Et en fait, on a un tool maintenant qui, à partir de ça, va aller fetcher toutes tes issues, GitLab, GitHub, tout ce que tu veux. Toi, à la fin de ta journée, tu reçois une notif. En gros, tu dois faire un récap sur ton. Bon, on va dire, c'est un peu comme le CRA au Bear Studio. Tu donnes ton mood, ce que tu as fait, comment tu te sens vis-à-vis de ton projet. Et tu as aussi tout un espace de changelog, en fait, qui peuvent intéresser en interne ou en externe après pour automatiser toute la diffusion de l'information. Et là où tu disais, du coup, radier en fait les autres, les informations dont ils ont besoin. Tout ça, en fait, on le tool en fait chez Clever. Et on a énormément de tools. J'en ai pas parlé encore parce que là, on avait par rapport aux salons vocaux où tu t'assois, etc. Nous, chez Clever, c'est rien, hein, mais on a un Mumble. C'est l'équivalent d'un TeamSpeak. Et enfin, je veux dire, si en 2 secondes, tu sens que ton Le problème traduit est. pour tout le monde, c'est un audio toute la journée. Ouais, enfin, il y a jamais personne dessus, sauf quand les gens ont besoin de se parler de vive voix parce que ça ira plus vite que d'expliquer un problème à l'écrit. Et là, tu pinges ton collègue, tu lui dis est-ce que tu es dispo? Et puis en asynchrone, il va te répondre bah ouais, dans 2 heures. Et puis dans 2 heures, pouf, c'est calé. Et puis tu te vois. Et il y avait une remarque d'Yvan Dalmet dans le chat. Il disait qu'en télétravail, il y avait besoin d'avoir une communication écrite plus poussée pour montrer que tu avances bien sur les sujets. A priori, ils avaient commencé à industrialiser ça, si j'ai bien suivi. Ouais, enfin, bah ça c'est la vision Quentin, hein, tout est un produit. Mais oui, tu l'industrialises. Après, là, Yvan, dans ce qu'il dit, enfin, à un moment, enfin, moi, je ne sens aucune pression à prendre mon après-midi. Alors, enfin, je veux dire, mais à la prendre de manière. Enfin, je dis juste, je reviens dans 4 heures. Et j'ai aucune pression chez Clever à faire ça. Et du coup, ça dépend de ton entreprise, bien sûr. Tu as forcément des cadres avec des horaires, parfois même en télétravail, etc. Moi, j'ai de la chance, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui aide vraiment à défendre le télétravail. Parce que même quand tu es au bureau, je veux dire, moi, quand je suis arrivé à mon premier jour de stage, on m'a dit de venir, c'était en 4e année, on m'a dit de venir à 9h30. Je suis arrivé à 9h30 et j'étais tout seul jusqu'à 11h, si tu veux. Je veux dire, il n'y avait personne dans la boîte. Et tout ça, c'est. Enfin, si, il y avait quelqu'un pour m'accueillir, tu vois, mais je veux dire, il n'y avait pas d'autres collègues et tout. Et on a des collègues, parfois, bah, ils arrivent au bureau, il est 5h de l'après-midi, et tu sais qu'ils vont y rester jusqu'à 3h du mat. Parce que bah, c'est comme ça, c'est leur rythme de vie, ils font ce qu'ils veulent. Après, t'as Quentin, il veut nous voir parfois, il nous demande t'es sur quel fuseau horaire, tu vois. Ça, et du coup, lui, il se cale, tu vois. Et tout ça, c'est particulier à la petite échelle et à une confiance qu'il y a quand même, qu'on a et qu'on a la chance d'avoir. Et je pense que c'est pas. Enfin, l'idéal, ce serait que ce soit partout comme ça, mais c'est compliqué. Ouais. Et j'ai entendu plusieurs fois Quentin faire des podcasts et parler de sa posture managériale. J'ai trouvé ça hyper enrichissant et intéressant.
d'autant plus qu'il a l'expérience de l'avoir vécu. Ce n'est pas que des mots, en plus, il met son argent en jeu quoi, quand il fait ça. Et je trouve ça d'autant plus intéressant. Et c'est là où c'est un choc monumental. Je ne sais pas trop parce que toute ma vie active, j'étais en France. Je ne mesure pas très bien quel choc ça peut avoir dans d'autres pays. Mais de mon expérience avec les managers en France, c'est un vrai choc, cette notion de confiance. Là, en tant que coach agile, j'argue un peu dans l'autre sens, c'est effectivement, il faut que tout le monde, y compris les faiseurs, mais aussi les managers, fassent un changement de paradigme de pilotage par la valeur, par le résultat, et pas par l'effort. Il y a beaucoup de managers, c'est OK, tu as fait combien d'heures tu avais chiffré tant d'heures, tant de jours sur un truc, tu en as consommé combien et il t'en reste combien à consommer. C'est pas montre-moi la fonctionnalité. C'est jamais comme ça. Alors que justement, un code qui fonctionne, c'est la seule réelle et tangible mesure d'avancement. Mais ouais. Au début, tu m'as partagé que tu avais des origines anglo-américaines. Tu as travaillé avec d'autres pays que la France, du coup, dans ta carrière? Et est-ce que tu as vu des différences? J'ai eu assez peu. On a eu un client anglais. Effectivement, donc c'était pendant quelques mois, j'ai pu bosser avec eux. Ils avaient une filiale française. C'est pour ça qu'on avait fait appel à nous. C'était qu'on avait un peu une double compétence et une double présence. Et ouais, c'était assez différent. Sur la mentalité et par exemple sur les heures de présence, ça c'était quelque chose qui m'avait bien titillé. C'était à Paris, il y a beaucoup de cette culture des horaires de présence. J'entends des témoignages de personnes qui se lèvent à 19h pour aller partir et qui doivent essayer de confronter tous les regards de leurs collègues méchants. Alors que, je veux dire, 19h, c'est une horaire normale. Oui, il arrive à 11h à Paris aussi. Hein, faut à l'inverse, en Angleterre, t'es encore là. T'as pas, c'est un reproche que tu sois resté tard parce qu'en fait, tu n'as pas été capable de finir ton travail dans l'heure qui a été définie. Quoi. Ouais, en Angleterre, 17h, ils sont au pub. Donc, ça marche. Et ok, non, parce que par exemple, moi, pour partager, on a notre nouvelle directrice marketing qui est anglaise. À un moment donné, je lui ai expliqué pour le blog, pour ma marque employeur, ça se met mettre en avant le remote. Elle m'a regardé, mais pourquoi? C'est normal le remote. Elle, dans son cerveau d'anglaise, c'était normal. Alors que en France, c'est encore des différenciateurs dans l'ensemble. Et il y a eu pas mal de questions sur comment en remote on embarque les juniors, et je vais étendre aux stagiaires parce qu'on a la première génération de stagiaires qui ont pas mal commencé en remote cette année. Donc, comment ça s'est passé avec Clever et est-ce que vous avez eu le cas justement dans les 3 derniers mois, William? Non, nous on n'a pas eu de stagiaire cette année. Par contre, moi j'étais stagiaire en fait. Du coup, ça a commencé à. Enfin, disons que mon deuxième stage, le stage de 6 mois, j'ai commencé à être en remote un peu. Bon, c'était pas officiel. Mais voilà. Et du coup, en fait, on va dire. Enfin, ça veut dire ça dépend des gens, mais que tu expliques ton problème à l'écrit ou à l'oral, limite, tu t'en souviens mieux à l'écrit en fait, de la réponse et de l'aide qu'on t'apporte. Et tu as une trace. Et enfin, je pense que c'est plus efficace, quitte à être en vocal, quitte à être en partage d'écran, mais au moins tu peux avoir une trace. Tu peux enregistrer un call, enfin, il y a plein de possibilités. Ouais, je pense que cette pression de laisser une trace, de traçabilité de son travail, c'est un vrai enjeu. Et parfois parce que aussi on n'organise pas suffisamment nos tâches sur quelle est la valeur que je veux produire, mais plutôt quelle est la solution que je veux que la personne implémente.
Et peut-être encore plus vrai pour un stagiaire où on se dit, bah ouais, mais si je lui donne une finalité, elle ne va pas savoir par quel moyen le prendre, donc il faut forcément que je lui prenne par la main et que je lui décortique le truc. Sauf que le stagiaire perd un peu la globalité, la vue globale, quoi. Mais nous, on a eu un stagiaire, effectivement, juste avant la crise du Covid. Alors, moi, je suis à Aix-en-Provence, le stagiaire à Paris. Donc, en fait, même en étant en présence au bureau, on était en quelque sorte en télétravail. Le stagiaire était quand même encadré par quelqu'un à Paris. Mais alors la crise du Covid et le confinement, ça a ajouté d'autres complexités on ne peut pas imputer au télétravail. Mais disons que c'était parfois un peu difficile. Je pense qu'une des choses clés à donner aux stagiaires, c'est comment est-ce que tu fais un truc que moi je peux tester rapidement. Je veux vérifier ton travail, je veux pouvoir répondre à ta question, tu es bloqué, machin, comment je fais? Bah, il faut que j'ai ton code sous la main. Ah, tu ne l'as pas poussé sur le Git? Ah oui, mais là, on ne va pas pouvoir avancer. Donc, je pense qu'il y a quelques bases qu'on ne poussait pas beaucoup auparavant. Là, on ne va pas les manquer. C'est effectivement tout code que tu veux partager, il faut qu'il soit poussé tous les jours sur le dépôt Git, quoi. Il faut aussi peut-être qu'il y ait des tests unitaires un petit peu quand même pour que tu n'aies pas à construire tout le logiciel en entier avant que je puisse le tester et le mettre en route, quoi. Avoir de la CI aussi pour aider à ce que on n'ait pas le problème de ça compile chez toi mais ça compile pas chez moi. Après, là, il y a deux choses. Là, bah, du coup, le Covid, ça n'a pas permis de rencontrer, enfin, j'imagine, physiquement. Enfin, je veux dire, il faut quand même une période, à partir du moment où tu as quelqu'un de nouveau dans ta entreprise, une période où bah, tu apprends à le connaître vraiment. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. Il y a la partie qu'il faut que tu connaisses tes collègues, savoir, parfois, certains, oui, il y a quand même de la représentation à l'écrit. Tu sais très bien que tu peux parler de cette façon à des gens, d'autres à non. Il faut que tu sois plus direct, moins direct, etc. En fonction des gens. Et du coup, bah, le Covid a un peu annihilé ça. Après, la deuxième chose, c'est, enfin, moi justement, je pense que du coup, que ce soit aux gens, on va dire aux seniors, aux juniors ou aux stagiaires, le top, c'est quand même de lui annoncer quelle valeur tu vas tirer de ce qu'il va produire. Et en fait, pour moi, faut pas le contraindre dans la façon de le faire. Je veux dire, nous, enfin, moi, chez Clever, on m'a pas influencé, enfin, on m'a pas dit ça sera tel langage, on m'a pas dit ça sera tel truc, on m'a pas dit machin, machin. On m'a dit, il faut que ça fasse ça. Et moi, j'ai commencé un truc, et puis après, on a discuté, tu vois. Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi tu pas choisi ça? Machin. Et après, bah, il te donne des conseils et tu apprends comme ça. Mais enfin, moi, à chaque fois que je vois bon, je vais peut-être froisser des gens, mais à chaque fois que je vois des recrutements, ce sera ça, tel logiciel, tel techno, tel machin, je suis là, mais expliquez-moi le produit. Je veux dire, je m'en fous. Moi, je sais coder. Je peux apprendre tout ce que vous voulez. Expliquez-moi ce sur quoi je vais travailler, ce que je vais produire, ce sur quoi j'ai envie de travailler, en fait, finalement. Et je sais pas, à chaque fois, on vend des technos, tout ça, mais c'est du bof. Ouais. Alors, pour l'initialisation et essayer comment dire, de bien intégrer toute nouvelle personne, mais encore plus quelqu'un de moindre expérience, je pense que le travail en binôme, c'est vraiment un outil formidable. Au lieu de dire à un nouvel arrivant, vas-y, fais-moi ça et fais-le comme tu veux, et puis on se revoit dans une semaine. Et puis que la personne galère et n'ose pas poser de questions parce que syndrome d'imposteur, etc. Dire, OK, les premières tâches, on va les faire ensemble et par osmose, tu vas voir où sont les dépôts Git, tu vas voir comment est-ce qu'il faut que tu mettes en place, quelle est une façon de mettre en place ton environnement de travail si jamais tu n'avais pas des habitudes auparavant. Et ce que moi, je mets en avant, surtout pour les stagiaires et les jeunes diplômés, c'est OK, me regarde pas comme une personne expérimentée, regarde-moi comme quelqu'un que tu vas apprendre quelque chose. Tu vas m'apprendre quelque chose très, très rapidement, plus rapidement que ce que tu penses. Et moi, ça va être enrichissement pour moi, malgré, je sais pas, plus de 10 ans d'expérience, quoi. Et je trouve que c'est formidable ce genre de choses. Alors,
Je pense qu'un des pièges avec le confinement, c'est justement de faire chambre à part, de lancer un stagiaire sur un truc et puis on se fait des points dans une semaine ou en asynchrone quand tu veux. Et que cette personne qui arrive fraîchement dans la vie active ne soit pas assez mature pour prendre cette autonomie-là. Là, par rapport à tout ça, pour moi, ça revient aussi à une espèce de confiance. Parce que faut vraiment donner confiance à cette personne-là pour qu'elle pose les questions. Je veux dire, nous, il y a vraiment, je veux dire, tu peux poser toutes les questions que tu veux, il y aura jamais tu vas jamais sentir que tu as saoulé quelqu'un, en fait. Et ça, c'est ça la clé, en fait. Faut jamais que les gens te répondent en mode, bah, je t'ai déjà dit, t'aurais pu retenir, machin, truc bidule, tu vois. Chez Clever, en fait, nous, on a cette chance-là, c'est que les gens sont hyper ouverts sur tous les sujets et jamais. Enfin, je veux dire, on travaille tous pour le même produit. On est tous là pour faire la même chose et du coup, tout le monde est là pour s'aider. Et du coup, jamais ça va blâmer ou ça va dire ouais, tu m'as déjà posé cette question-là, c'est relou, machin, truc bidule. Non, il faut que ça avance et puis faut pas que tu aies peur de poser cette question. Et par exemple, cet après-midi, moi, j'ai fait un pavé avec genre 6 questions et on m'a répondu tout à chacune. Et il y en avait que j'avais déjà eu dans d'autres threads avant. Mais tant pis, ça résume. Et puis comme ça, moi, maintenant, je le retiens. Et voilà, on travaille tous dans un but commun. Il ne faut pas oublier ça. Oui, carrément. Et je pense que ne pas cacher ses erreurs, Ouais. c'est hyper intéressant. Il y a des... Alors, moi, l'erreur monumentale, enfin, l'exhibition d'une erreur monumentale de ma part, c'était je regarde du code, on discutait avec quelqu'un avait une question sur le truc, je regarde par-dessus son épaule, je lis le code, je fais mais qui c'est qui a fait ça? On fait vite fait un git blame, c'était moi. J'ai fait OK, pas de problème, j'aurais pas dû faire ça. Et voilà pourquoi. Et... Ouais, je sais pas. Parce que nous, on a une devise aussi, c'est. Je parle toujours de nous, hein, je suis désolé. C'est ça, quand on travaille chez Clever, tu vois. Bon, bref. On a une devise un peu là-dessus, c'est You are not your code. C'est-à-dire que oui. tout le monde écrit. Ça arrive, tu vois, tu es fatigué en fin de journée, tu as écrit une bêtise ou même tu pensais que c'était bien, c'est pas grave. On te le dit et puis tu fais autre chose, tu fais mieux et puis voilà. Oui, c'est bienveillant, il faut que ce soit bienveillant en fait, c'est tout. Oui. Mais bon, voilà. Et ça a montré que malgré son expérience, on est encore en train d'apprendre. Ouais. tu avais parlé de pratiques qu'on avait échangées il y a quelques semaines, de pratiques un peu plus avancées, parce que souvent les gens s'imaginent l'open space, le bureau classique. Mais William, tu avais parlé de pratiques plus avancées, que ça pourrait être intéressant que tu mettes en avant à ce moment-là du débat. Oui. Si on rebobine un tout petit peu, donc effectivement, un des gros points que j'ai qui est en faveur du travail en présentiel, c'est effectivement c'est la qualité de la communication. Et donc il y a deux schémas que j'aurais bien aimé que j'aimerais bien partager. C'est ce schéma de la richesse. Alors attendez. Pour Laurent qui est dans le chat, c'est pour que William te refasse aimer le bureau à nouveau. Donc, c'est ce schéma de la richesse de la communication. Et ça m'a fait aussi tilt, Alexandre, tout à l'heure, quand tu as dit le bureau, c'est un outil. Moi, ma vision de ces choses-là, c'est il n'y a pas dans l'absolu, il n'y a pas un outil qui soit réel, enfin qui soit meilleur qu'un autre dans toutes les circonstances. C'est vraiment important de comprendre tous les outils qu'on a à sa disposition. Et quelque part, le jeu de la vie, c'est d'apprendre à utiliser à bon escient et à pouvoir jongler entre ces différents outils. Et donc, si on parle de la communication, en fait, donc ce schéma, ça a été instigé par Alistair Cockburn. Et l'idée, c'est que la communication la plus riche, la plus chaude, et quelque part qui a la plus grande efficacité, c'est le face-à-face avec un tableau pour pouvoir écrire des idées, pour pouvoir faire des schémas en direct. Et dès lors qu'on passe à d'autres niveaux de communication, en fait, on est toujours en train d'amputer quelque chose.
Et cette amputation fait que la richesse et l'efficacité de transmission du savoir s'y perd un petit peu. Alors, sachant qu'il y a quand même une division à marquer, c'est la différence entre tout ce qui est communication synchrone et asynchrone, qui quelque part, est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Un mail versus je te dis un truc à l'oral, ça ne va pas du tout avoir la même efficacité selon quel est le type de données que je veux donner. Une conversation, ça s'oublie vite. Un mail, ça se recherche. Par contre, un mail, c'est difficile d'avoir les réactions des gens. Et donc, ne serait-ce que les latences, c'est une perte parfois de communication. Bon, mais sinon, effectivement, il y a ce qui m'avait fait réfléchir un peu plus loin, c'est que on peut jeter la pierre au présentiel, mais aussi surtout aux open space très bruyants. Ça m'avait rappelé, toute cette conversation m'avait rappelé ce livre, ce papier d'Alistair Cockburn aussi, d'Agile Software Development, qui recense un peu différentes pratiques. Et il y en avait une, c'était le Caves and Commons. Et donc, c'était carrément, on va appliquer la science à l'agencement de l'open space. Voici l'agencement idéal. Bon, à prendre quand même avec quelques pincettes. C'est un prototype qui a des choses très intéressantes, où on va dire toute l'équipe doit être réunie dans une seule pièce, avec une partie commune où tout le monde se fait un peu face, et puis des parties annexes où on peut s'isoler ou alors se mettre en binôme pour s'isoler à deux. Nous, chez Triptych, on n'a pas rigoureusement ça, mais on a des parties open space, c'est pas un grand truc avec 50 personnes, c'est 8-10 max. Mais on a aussi quelques pièces annexes, surtout pour pouvoir faire des conference calls, des appels avec des clients, etc., pour pas que ces activités bruyantes puissent gêner les gens. Donc moi, je dirais que par rapport à ce genre de schéma qui est dans ce livre, je dirais que peut-être que c'est peut être intéressant d'avoir des cloisons ou des portes potentielles pour pouvoir isoler le bruit des conversations qu'on va avoir. Et en plus du schéma de l'agencement des tables et des chaises, il faut imaginer qu'au mur, il y a énormément aussi de sources d'informations qui radient et tout ça, quoi. C'est vraiment un prototype de ce qui peut être le plus riche. Après, moi, je pense qu'il faut prendre ça, si on veut mettre le télétravail dans la balance, c'est comment est-ce qu'on peut tirer des leçons de ça et pas dire, ouais, le télétravail, c'est magique, c'est génial. C'est, OK, on a ça en présentiel. Comment est-ce qu'on peut recréer certains de ces avantages-là dans le télétravail? Ça ressemble pas mal au bureau que j'avais visité à Nantes chez Clever, où tout le monde est autour du même table et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de place attitrée non plus chez nous. C'est-à-dire que moi, je suis passé qu'une journée, donc j'ai pas pu me rendre compte. OK. mais il n'y a pas de place en fait. Chacun, tu as un écran avec une prise USB-C et puis voilà. Tout le monde s'assoit où il veut. Ça permet aussi de faire communiquer les gens quand ils sont sur place aléatoirement. Il y a de l'écho chez vous. Il y a de l'écho. Voilà. Mais bureau, plus maintenant, mais oui, avant, tu avais une grande tablée, etc. Mais après, ça dépend de la pièce, en fait. Là, c'est adapté autrement, c'est juste en fonction de la pièce. Voilà. Et William, ce que nous a montré, ça date de quand? Ça date de quelle année? De 2002. Mais c'est une collection de choses qui datent des années 90. Oui, tout la partie extreme programming, OK, ça marche. Dessus. Et tu sais s'il y a eu plus d'expérimentation dans les entreprises ou c'était des petits endroits par des petits endroits, etc. Je sais qu'à CG, on avait des choses très équivalentes au début, qu'on était moins de 15, notamment pour les périodes de support où les gens devaient communiquer à toute vitesse. C'était organique, quoi. C'était pas partie d'une théorie ou quelque chose. Ouais, alors le papier qui date de 2002 donc cite et reprend des photos de certains bureaux qui sont organisés comme ça et certaines de ces entreprises vous pourrez les reconnaître. Je vais mettre dans Twitch le lien.
Je pense que c'est plus le monde anglophone qui a perpétué ça. Et surtout les partisans de l'extreme programming. Donc, tous ceux qui sont restés fidèles à ce mouvement-là. Je n'ai jamais rencontré ça, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un en France reproduire ça de façon délibérée, quoi. Je dis, nous, on l'avait fait de manière organique pour que où tout le monde en fait, c'était un cercle de bureau pour que les gens puissent communiquer à toute vitesse. Après, en scalabilité d'équipe, c'est un peu plus compliqué. Et là, je vois, nous, actuellement, tout le monde est en full remote, c'était déjà le cas avant. Et en fait, tu as ce genre de pièces qui se créent dans des Zooms au fur et à mesure de l'année. Sauf que les plus seniors qui doivent jumper de Zoom en Zoom, en fait, vont se retrouver dans une. En fait, ils auraient fallu qu'ils reconfigurent les bureaux 4 fois par jour, quoi, pour faire ce qu'ils font maintenant. Ouais. Ouais, alors sur les open space, je dirais qu'il faut faire attention à la fois de ne pas mettre trop de portes et de ne pas en mettre trop peu. Je pense que les open space à 50, c'est non. Je suis désolé, c'est pas ça, c'est pas le but. Par contre, ouais, moi, je vois vraiment dans la conception agile et dans aussi des études sur les modes de communication. Il y a des études qui démontreraient, comportementales, qui démontreraient que notre cerveau est capable de garder en mémoire court terme à peu près 7 objets plus ou moins 2. Et donc, ensuite, on a aussi étudié qu'on est capable d'efficacement d'interagir avec 7 plus ou moins 2 personnes dans une équipe. Il y a aussi des diagrammes sur quand on passe de 3 à 4 personnes, on double le nombre de canaux de communication. On pourrait essayer de faire le petit schéma en étoile. Je trouve le schéma est dans ce livre-là qu'on ne voit pas, qui est The Mythical Mandements. Je le retrouve. Ouais. Super livre. Donc, il faut être conscient de ces dynamiques-là quand on veut quand on a des réticences à faire du travail au bureau. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas des open space gigantesques. Et moi, justement, un des arguments pour le travail au bureau, c'est cette notion d'équipe. C'est qu'est-ce que c'est que. Moi, je pense qu'on revient à qu'est-ce que c'est que l'importance de l'équipe. Et on parlait du deep work tout à l'heure. J'ai déjà vu ou entendu des témoignages de personnes qui disaient moi, le présentiel, c'est intéressant de temps en temps pour renouer avec les collègues, etc., mais pas perpétuellement, pas tout le temps. Surtout que moi, quand j'ai une idée, quand j'ai une tâche, je sais comment je vais l'attaquer. Je vais aller dans ma grotte chez moi. Peut-être que je vais y rester pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, j'en sais rien. Mais quand je vais en ressortir, j'aurai tué le problème. Et ce n'est pas en ayant une équipe autour de moi bruyante, communicante, qui radie plein d'informations, avec plein de petits post-it au mur, qui va m'aider à faire ça, quoi. Même à la limite, ça va me gêner. Et je pense que ça pose vraiment la question de mais c'est quoi la force d'une équipe? Certes, une équipe de 50, ce n'est pas une équipe. C'est un coup. Mais une équipe de 5, une équipe de 6, c'est quoi la force par rapport à une personne qui va dans sa grotte et puis périodiquement communique avec les autres de façon asynchrone? Je ne sais pas, Alexandre, est-ce que tu peux éventuellement témoigner de comment parfois, sur quel projet vous pouvez identifier une équipe et quelles sont les dynamiques de communication justement et parfois quels sont les pièges dans lesquels vous êtes tombé? Alors, je ne sais pas trop si je peux en témoigner, mais chez Clever, il n'y a pas vraiment de notion d'équipe. C'est du projet, on va dire, que les personnes sont maîtres de leur projet. Du coup, il y a juste que le projet, à un moment, il doit bien s'imbriquer avec le reste de l'architecture. Du coup, tu communiques avec les personnes qui sont responsables des projets qui sont autour du tien. Mais fonctionnellement, il n'y a pas vraiment de notion d'équipe. Après, tu as des affinités et du coup, c'est pas de l'équipe parce que tu ne travailles pas sur un même sujet, mais tu sais très bien que cette personne-là peut t'aider sur tel point ou tel point. Et du coup, tu avances à 2 et quitte à prendre une après-midi où on travaille finalement tous les 2 sur un projet qui est à toi ou pas. Et voilà,
c'est comme ça que ça se fait. Du coup, j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus. Et donc, sur le degré d'avancement des sujets, en fait, c'est un peu au gré de l'avancement de l'individu, quoi. Ah, complètement. Et c'est là où, justement, c'est encore de la confiance. C'est que, bah, ouais, tout est comme ça, en fait. Tout marche à l'issue et au projet et à la roadmap qui est fixée. Et Par projet. l'arbitrage, finalement, enfin, je parle un peu jargon, peut-être que vous avez Ouais. pas chez vous, c'est l'arbitrage des efforts. Disons qu'il y a tant d'heures dans la journée pour travailler sur un truc. Est-ce qu'il y a quand même une sorte de priorisation ou c'est fait de façon quelque part holocratique? Bah, ça dépend des projets, mais en général, enfin, je veux dire, c'est plutôt, tu vas avoir un projet qui va te prendre plusieurs mois, en fait, où tu vas être seul à être maître de ce projet-là, et tu vas te faire tous tes issues, etc. Et c'est comme ça que ça marche. Du coup, c'est un peu holocratique. Après, si tu as d'autres problèmes sur des choses que tu as en maintenance, par exemple, là, tu vas prioriser en fonction de bah, est-ce que tu as des utilisateurs qui sont en attente de ton projet et tout. Mais c'est vraiment toi qui en es maître. En fait, c'est comme si mon projet, c'était mon entreprise, si tu veux. Mais là, c'est de la confiance aussi parce que bah, ton patron te donne la responsabilité de telle partie, en fait, très clairement. Ouais. Enfin, te donne Alors, la responsabilité. Tu as la responsabilité de t'en occuper, mais s'il y a vraiment un pépin, c'est toujours lui qui aura la responsabilité. Je tiens à préciser quand même. ouais. Alors, donc tu as parlé d'entraide. Moi, je trouve ça super. Chacun est autonome de se dire est-ce que je suis au-dessus de l'eau ou est-ce que je suis en train de couler et j'ai besoin d'aide, un coup de main. Et puis l'autre qui arbitre aussi pour les mêmes, est-ce que j'ai de la capacité pour filer un coup de main à quelqu'un? Ouais. Ces mécaniques d'entraide, je l'ai vécu un petit peu, peut-être pas aussi merveilleusement qu'à Clever Cloud. Moi, un des pièges que j'y vois quand même, c'est le risque de surmenage. Et c'est le risque de se dire, bah, OK, j'ai enfin, je caricature, mais je force le trait. J'ai 3 collègues qui ont besoin d'une compétence que je ne peux que, il n'y a que moi qui l'ai là en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour avancer? J'aimerais bien tous les aider. Je voudrais bien travailler 24 heures sur 24 pendant une période et puis après faire une petite vacance de récup. Mais humainement, on a quand même des limites. Et comment est-ce qu'on peut mettre des garde-fous? Est-ce que vous avez des garde-fous là-dessus? Bah, en fait, c'est de la doc après. On a un repo. Franchement, il y a au moins 3000 fichiers Markdown dedans. Et du coup, toute la connaissance est partagée là-dedans. En fait, techniquement, avec ce repo-là, tu peux reconstruire tout Clever, tu peux tout faire. C'est la mine d'or, en fait, si tu veux. Et du Donc, coup, s'il y a quelqu'un qui est surmené, elle s'en va et puis on recrute quelqu'un d'autre? non, c'est pas ça, c'est plus le bus factor, en fait. Okay. Si demain, il y a quelqu'un qui se fait rouler dessus par un bus, et bah, c'est terminé pour lui, tout le monde doit être capable de reprendre ses parties et son projet. Mais comment est-ce qu'on fait pour détecter et potentiellement sauvegarder quelqu'un d'un surmenage parce que c'est dit, bah tiens, ça me fait plaisir. En plus, c'est un travail d'amour. Ça me fait plaisir d'aboutir tous ces sujets-là, quoi. Bah, alors, après, il y a aussi la phase. Enfin, ça dépend aussi du recrutement. Je veux dire, chez Clever, il y a beaucoup de personnalités fortes. Peut-être, enfin, je ne sais pas si je suis une personnalité forte, mais il y a que des personnalités fortes finalement. Et personne ne se laisse marcher dessus, si tu veux. Le surmenage, on le dégage en fait. Enfin, genre, ça peut arriver. Parfois, tu as quelqu'un qui exprime que là, il en a marre de bosser sur un sujet. Et puis voilà. Et là, c'est Quentin qui prend la main et qui discute et qui file à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas bloquant, si tu veux, les gens le disent, et pas méchamment. Ils disent juste, là, ça fait trop, en fait. Et il faut le dire, en fait. Et tout, bah, c'est encore de la communication, mais c'est que ça, finalement. Ouais, je pense Faut que pas c'est aussi s'enterrer. une certaine maturité, non? Oui, ouais, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas si tu connais Encore jeune et invincible, Tony. Alexandre, c'est pour ça. Comment? Tu es encore jeune et invincible. Ouais, non, mais il y en a qui sont un peu moins jeunes et un peu moins invincibles, mais justement, c'est peut-être eux qui te le montrent, qui savent exprimer ça et quand ils en ont trop dans les pattes, quoi. Est-ce que certains d'entre vous ont suivi un peu l'épisode de Jérôme Petazzoni avec le surmenage et Complètement. Et une des difficultés, c'était qu'il se voyait
creuser le trou, mais il n'arrivait pas à arrêter, à poser l'appel et partir, quoi. Ou demander de l'aide même, jusqu'à ce que ce soit vraiment compliqué. Et ça a été le déclic pour se dire, OK, là, c'est stop, faut vraiment couper et guérir, quoi. Je pense que moi, ma recommandation, surtout avec le télétravail, c'est je pense qu'il y a quand même des risques sur la santé mentale, mais aussi physique des personnes. Donc, j'ai lu quelques articles et puis moi, j'ai bien remercié le service RH de mon entreprise sur les recommandations qu'ils ont données, sur les étirements, sur le placement au bureau pour éviter certaines choses. J'ai dépoussiéré mon Wi-Fi pour compenser la baisse d'activité physique, de ne pas avoir à prendre les transports pour aller au travail. Donc, il y a ce côté physique, mais il y a aussi le côté mental. L'isolement, c'est quand même un risque et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a certains des épisodes où on va être assez mature pour dire OK, stop, attention, on va tirer la sonnette d'alarme. Mais je dirais attention aux managers et managers. Il faut choyer son personnel, ses collaborateurs, ne serait-ce que par une considération d'investissement. Vous investissez dans des collaborateurs et des collaboratrices. Ce n'est pas pour qu'elles pètent la gueule à cause du télétravail, quoi. Et c'est d'ailleurs, de documenter sur les signes, quoi. En tant que coach agile, là, tu as été dans un monde qui était forcé en télétravail. Par structure de télétravail, ça va t'enlever pas mal de temps de pause. Le déplacement entre deux salles, c'est supprimé. Le déplacement à la cantine, c'est supprimé, etc. Donc, tu vois les gens qui ont travaillé plus. Est-ce que tu as vu des comportements déviants en tant que coach agile? Comment tu as fait pour les contrecarrer? Ton travail, c'est quand même de détecter les problèmes de communication à la base, au-delà de l'informatique. Oui, et même, en fait, moi, la caricature que j'enseigne du Scrum Master, par exemple, c'est la personne qui voit un collègue bailler et qui va lui offrir un café spontanément. C'est quelqu'un qui va voir son collègue crispé et qui va lui faire un massage. Donc, au-delà de la communication, c'est aussi être à l'affût du bien-être de son équipe. Oui, j'ai vu des comportements qui étaient de différents degrés d'alarmement. Je pense qu'une des clés qui m'a beaucoup réussi, c'est l'empathie. C'est d'arriver, c'est déjà de connaître les personnes avec qui je travaille. Et ça, le présentiel, mine de rien, ça aide quand même. De connaître certaines choses qu'on ne détecte pas toujours avec le télétravail. Ou peut-être qu'il faudrait améliorer la technologie là-dessus, mais et d'être capable de dire OK, déjà je serai jamais ton ennemi, voilà, moi je détecte ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, à quelle hauteur tu veux en parler, tu veux qu'on en discute, comment est-ce qu'on fait état d'un problème et comment est-ce qu'on va parler de la solution. Et d'aménager les choses en rappelant que l'idée, c'est aussi d'avoir une consommation responsable de nos ressources, y compris humaines. Si on finit le projet cette semaine, je ne veux pas le finir aux dépens de ta santé. Et donc, ouais. Je donne la parole à Alexandre. Comment vous faites, Alexandre, vous, pour gérer ça à Clever? Parce que c'est quand même, on va dire, une équipe de passionnés, donc il va sans doute moins compter à leurs heures et tout ça. Comment vous faites pour vous prendre soin chacun de vous, pour éviter que les gens partent en live ou soient trop fatigués, etc. Je ne sais pas si c'est prendre soin de nous, mais il y a pas d'horaire. Donc déjà, et je veux dire, il n'y a pas d'obligation de faire tant d'horaires, en fait. Donc, si tu es fatigué, tu vas dormir. Il n'y a pas de deadline sur aucun projet. Je veux dire, ça vient quand ça vient, en fait. Les gens sont motivés et ça avance. Donc, si ça ne vient pas et que tu n'en as pas envie, tu rentres chez toi, pendant 3 jours, je sais pas, tu chill, et puis après, tu reviens quand tu es motivé ou pas. Mais il n'y a pas de... C'est vrai que c'est très indépendant. Là-dessus, ouais, c'est assez indépendant. C'est pas vrai. Après, effectivement, on se connaît entre nous, on sait
Mais au final, on dit à l'oral, etc., au bureau. Moi aussi, moi, je suis partisan du bureau comme du télétravail. Enfin, moi, je pense qu'il faut faire 2 jours, 3 jours, ou 2 semaines, une semaine. Enfin, bref. La, 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 je ne sais plus ce que je vais dire. Pardon. Je vais trop motiver un peu avec un petit pote là. Il vient d'Amsterdam ou pas? Non. Je ne sais plus ce que je veux dire. On parlait, ouais, la bienveillance, l'indépendance. Alors, comment vous faites Oui, pour pas péter un plomb, quoi, et comment vous rompez, après, c'est ma question d'après, mais comment toi, tu romps ton isolement, comment tu retrouves un peu de sociabilité, on va dire, tactile, quoi. ben, moi, c'est un peu compliqué parce que moi, c'est vraiment un boulot passion dans le sens où, dans le sens où enfin, moi, je fais des horaires, c'est un carnage. Par exemple, je sais pas, il y a un mois, je me levais à 21h en fait. Et je faisais des nuits parce que je travaillais avec des gens qui étaient en Chine en fait sur un projet open source. Et bah, j'étais un peu calé avec eux et du coup, je faisais même plus attention à l'horaire. Je me couchais quand j'étais fatigué. Enfin, je faisais des journées, je me rendais même pas compte en fait. J'étais à fond dans mon boulot. Et moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de, enfin, j'ai juste une copine. J'ai pas d'enfant. J'ai pas d'obligation. Donc, Ah oui, il y a je des suis assez. managers qui traînent dans le chat. Le télétravail avec les enfants, ce n'est pas du télétravail, hein. Je ne sais pas encore la différence. C'est autre Oui. chose. Ouais, on a une discussion là-dessus un peu compliquée. Euh, Mais le... quand tu connais tes collègues, que ce soit du coup en colocalisation ou à l'écrit, tu sens de toute façon si ça va ou pas. Euh, Quand tu t'intéresses à eux, tu sais à l'écrit si une phrase, il l'a dite de manière gentille, ou il l'a dite de manière saoulée, ou il l'a dite de manière pas content, etc. Donc tout ça, ça te fait, bah, tu sais. Et du coup, tu es capable de. Enfin, moi, j'ai un peu cette. Je, je- je pense être capable de déverrouiller des petits conflits de temps en temps qui arrivent comme ça, en balançant des phrases drôles ou enfin, des trucs à la con, parce que je sais que ça va le faire rire au final, même s'il était saoulé sur le moment. Et du coup, bah, déverrouiller tout ça juste parce que tu connais les personnes dans leur façon d'écrire et tout, c'est quelque chose qui s'apprend aussi avec le télétravail et la communication asynchrone. Et puis après, il y a les canaux de discussion. Tu sais enfin, je veux dire, c'est prioritaire. Tu vas avoir le Slack pour les choses où on s'en fout un peu si c'est pas mémorisé, ou c'est juste de la discussion temporaire. Après, tu vas avoir les mails où si tu veux que ça soit sauvegardé, que ça aille un peu plus loin, que c'est une discussion plus poussée. Après, ça m'arrive de passer des calls à Quentin qui durent 5 minutes, hein, juste un coup de téléphone. Je lui demande si ça ne dérange pas, je lui fais un call et puis on discute 5 minutes parce que là, j'ai vraiment un point où c'est de son autorité, on va dire, de décider quelque chose. Et lui, après, il prend conscience enfin, il aide beaucoup les gens comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une forte culture d'entreprise. Est-ce que c'est, pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis en arrivant, ou est-ce qu'il y a une partie de cette culture que tu avais déjà et que quelque part ça a juste été affiné, perfectionné? Je ne sais pas si je l'avais déjà, mais en tout cas, je l'ai choisi. J'ai choisi de travailler là-bas. J'ai fait mes stages là-bas, j'ai vraiment choisi de travailler là-bas. Oui, il y a une forte culture d'entreprise, ça c'est clair, et je pense que c'est un argument en notre faveur, enfin, j'ose espérer. Mais oui, il y a une forte culture. Ouais, je pense que c'est, enfin, tu parlais tout à l'heure des enjeux de passage à l'échelle. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont sagement se sont préservées de recruter trop massivement parce Exactement. que après, ça dilue ce genre de culture d'entreprise. Oui, bah, complètement. C'est pour ça que, enfin, je ne sais pas si on a le droit d'en parler, mais en gros, les grosses levées de fonds, tout ça, on n'en a pas fait. Parce que justement, c'est perdre l'essence de la boîte. Oui, oui, c'est sûr. Je confirme, c'est que quand tu prends la levée de fonds, c'est pour accélérer, c'est pour recruter, mais comme tout choix, ça a des avantages et des inconvénients. Oui, non, mais bien sûr. Comment vous faites pour faire la fête, pour célébrer? Vous vous réunissez ou quand vous avez fait à distance? C'est pareil Ah que non, vous avez fait pendant les derniers mois. Ah bah, confinement aussi, il y avait apéro vendredi soir sur Zoom. Ça a duré, je sais pas, ça a duré 6 heures, je crois, le dernier. On a fait
De 4h à 2h du matin, un truc comme ça. Ça fait plus que 6h d'ailleurs. Mais non, ouais, bah, il y a une culture de la bière en fait, hein, si chez Clever, hein. De prendre un coup ensemble tous les soirs et tout. Ouais, on fait des choses. Il y a des repas aussi. Et là, tout le monde vient. Hors confinement, moi, je vais au bureau 3-4 jours tous les 5-6 mois, un truc comme ça. Mais par choix, parce que j'ai envie d'y aller. Il y a des batailles de nerfs. Je Donc crois ça, que c'est... La j'ai question vu comment dans le chat, il y a des gens qui ça leur euh, manque, les batailles de nerfs. Hein. Oh, non, Vraiment, ça prend de la poussière. Hein. Un autre mais truc, je ça... me disais avec le, c'est super le meet-up à distance parce que sinon, moi, j'aurais pas pu participer à votre communauté. C'est vachement intéressant d'élargir les horizons, mais je peux pas vous donner de goodies. Donc, vous allez devoir vous contenter de loin, quoi. avec la poste, on peut peut-être faire des choses. On va voir. Merci. Il y avait un autre point général. Dans la caricature extrême, c'était des animaux qui revenaient à Paris, c'était les nuages de pollution qui désapparaissaient, je n'arrive pas à le dire. Il y a toute la partie de transport qui est enlevée avec la partie remote, la pollution qui va avec, le temps qui va avec. Et il y a des gens qui ont pris ce temps pour travailler. Moi, j'ai pris du temps pour le convertir en sport. Je n'avais pas le temps de faire dessus. Je vous demande la question à tous les deux, est-ce que ça pourra permettre d'aller vers une conclusion, c'est est-ce qu'un monde où il y a la moitié de la semaine en télétravail, qui permet d'alléger les transports, d'alléger la pollution, d'avoir le meilleur des interactions, c'est un monde qui est possible, ou est-ce que le monde est prêt pour ça, ou tout le monde, dans 6 mois, le télétravail, ça ne représentera plus que 5%, et il y aura les bouchons et le nage de pollution. Je pousse un peu de la caricature, mais... Moi, je pense que c'est aujourd'hui possible dans l'informatique, mais c'est tout. Enfin, moi, je vois ma compagne qui est dans la fonction publique. Oui, il y a eu son ordi de boulot qui était là, il y a eu son VPN, etc. Et là, c'est terminé. Et c'est pas envisageable de faire plus. Et mettre des solutions de messagerie asynchrone, tout ça, non, c'est pas possible. Enfin, moi, je pense que c'est possible dans notre domaine à nous. Parce que les gens sont... Ils n'ont pas fait, comme tout le monde, mettre des WhatsApp à côté qui remplaçaient le réseau d'entreprise? Si, mais il y avait quand même le VPN. C'était sympa à faire passer d'ailleurs sur le réseau. Mais oui, non, c'était l'ordi fixe. Et puis voilà. Et du jour au lendemain, elle est repartie là-bas et c'est revenu comme avant. Et il n'y a rien qu'à changer. Moi, j'espère que l'impact écologique, ça va donner un coup de jus à certains efforts écologiques là-dedans. Je dirais que moi, je suis très intéressé par mettre en place de plus en plus de télétravail. Mais je dirais attention, mon message c'est attention aux défis que ça représente et certains petits points qu'on n'imaginait pas, c'est voilà, on parlait du partage de réseau Internet. On n'est pas tous équipés pour faire ça. On n'a pas tous les métiers qui sont adéquats. Donc ouais, je pense que je dirais deux choses. C'est sur les avantages à retenir, c'est l'impact écologique. Et puis ensuite, l'ouverture d'esprit. Comme tu disais, Youn, cette ouverture d'esprit que dans la culture anglaise, peut-être un peu plus, sur le télétravail, la possibilité de télétravail. Moi, je trouve que ce serait cool qu'il y ait cette ouverture d'esprit en France. Mais à côté de ça, attention aux pièges. On en a cité quelques-uns. Je voudrais juste citer deux autres. C'est qui finance l'installation au bureau quand on est en télétravail. Il y en a certaines entreprises qui sont dit en eux-mêmes ou qui ont tweeté là-dessus, c'est ouais, adieu l'espace de travail en présentiel, donc ça veut dire moins de dépenses là-dessus. Et on va travailler sur repenser notre façon de travailler, nos espaces de travail là-dessus. Attention, je ne pense pas que ça soit réellement une diminution des coûts parce que moi, ma chaise, bon, je l'ai achetée il y a quelques années, c'est à moi. Mon bureau, c'est à moi. Elle n'était pas prévue pour ce genre de travail. Maintenant, si je veux un bureau debout pour ma santé, qui c'est qui va le payer? Si c'est moi qui le paye et que j'ai un accident avec, est-ce que c'est un accident du travail ou pas? Vous voyez, ce genre de considération-là, on commence à empiéter sur le légal.
des choses qu'on a déjà dans le présentiel, mais voilà, attention aux pièges. Il y a le meilleur en légal dans le chat, donc corrigeons, mais je crois qu'il y a un minimum qui est requis par la loi dans les contrats de télétravail de base. Et après, pour tout ce qui est bureau debout, chaise, taille d'écran, là, c'est la politique de la société, je crois. Je regarde. Mais je pense qu'avec le télétravail, ça rouvre le débat de c'est mon espace de travail à moi que je peux personnaliser plus que si j'étais en présentiel. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on va vouloir pousser à ce qu'il y ait un peu plus de liberté? Mais attention, quelles sont les responsabilités et les déresponsabilités de l'entreprise là-dedans? On n'est pas tous au courant des dispositions légales. Déjà, est-ce que si j'amène mon propre poste de travail au travail et que ça vient disjoncter le bâtiment, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et ça fait introduire un virus dans le système. Il y a ces considérations-là. Et un autre volet, c'est on parlait du transport. Je pense qu'il y a un point intéressant, c'est le transport vis-à-vis des personnes à mobilité réduite. Le télétravail qui ouvre, qui facilite l'accès au monde du travail à plus de personnes et qui rend le monde du travail plus inclusif, je suis à fond pour. Ce serait vraiment chouette que ça ouvre des portes et que parce qu'il y a une mentalité aussi, une ouverture d'esprit qu'il faut qu'on acquiert. Par contre, je me suis fait la réflexion que j'ai déjà eu l'honneur et le privilège de travailler avec des personnes avec différents handicaps. Je me suis dit, le fait de les croiser tous les jours dans un milieu naturel, on va dire, ça m'a fait penser plus à eux, à ces personnes-là. Et je pense que ça m'a fait grandir un peu dans l'empathie envers ces personnes. Ne pas les voir au quotidien ou les voir masqués avec un écran interposé, j'espère que je ferai l'effort, mais on est tous humains quand même. Est-ce qu'on ferait autant d'efforts à inclure des gens et à rendre notre espace public quand même accessible à tous? Si on se dit, oui, mais il y a le télétravail, donc c'est bon. La loi oblige beaucoup quand même, en France du moins, sur cette partie-là. Mais j'espère qu'on ne baissera pas les bras. Oui, parce qu'on le voit avec le port du masque et les gestes barrières. Ça, par exemple, je prends la Tour Eiffel, les ascenseurs sont interdits, donc ça réduit de facto de personnes et tout ça. Après, si je vais plus loin, si je prends la fracture numérique, c'est que ça permet aussi d'inclure des personnes qui peuvent travailler de villages plus loin, de plus petits villages. Il ne faut pas croire, la fibre est faite qu'il y ait des tout petits villages pas très grands comme à Louvise-Bellefosse pour viser personnes qui ont une super fibre et d'autres plus gros qui n'ont pas la fibre derrière. Et ça permet aussi peut-être de revitaliser des campagnes. Mais ça, c'est beaucoup, dans l'Orne, ils ont beaucoup défendu ça, notamment. Je fais la Normandie. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans Silicon Valley, il y a Twitter, Square, Google, Facebook, full télétravail, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Bon, après, c'est les Américains, c'est pas dans la grande subtilité, donc c'est 0,1, c'est assez surprenant. Après, ils ont la partie légale à protéger, si je comprends aussi le mouvement. Et là, il y a des mouvements de départ de la Silicon Valley où il faut payer son 30 mètres carrés 2000 € par mois, 2000 $ par mois. Je vais dans une ville de plus petite taille et tout ça. C'est des choses qui peuvent arriver à plus petite échelle en France aussi. On voit un exode des Parisiens. En ce moment, ils rachètent plein de maisons en campagne. Ah oui. On va voir ce que ça donne. Hein. Mais moi, le premier, on va acheter un corps de ferme au fin fond de l'Orne. Et c'est pas la fibre, mais c'est du VDSL et c'est quand même très convenable pour un village de 70 habitants. On peut faire des meet-up avec. Pas. Mais voilà. C'est vrai que au niveau de la revitalisation des campagnes, c'est intéressant. Enfin, moi, je suis une personne rurale. Et dans ta boîte, c'est des gens qui ont commencé à demander à partir. Ok, en fait, le télétravail, ça a bien marché pour moi. Je pourrais travailler depuis l'Orne ou depuis le Massif central dans un meilleur cadre de vie, mieux pour mes enfants, blablabla, etc. Est-ce que c'est des choses qui commencent à être demandées chez vous? Ils reculent. Disons qu'ils sont passés de l'appartement aux maisons, les plus anciens qui ont déjà des enfants, mais c'est toujours en banlieue. Mais après, ça dépend aussi des affinités et de là où tu as grandi en général. Je pense que ça joue beaucoup.
Pour revenir… Juste, attends, pour William, qui lui a une boîte qui est davantage en présentiel. Pardon, tu peux redire? Je disais, est-ce que vous avez des demandes de personnes qui disent ça a bien marché en télétravail pendant le Covid, je voudrais déménager. Alors, nous, on a… je voudrais habiter au fond de la campagne, dans la montagne, là où j'aurais plus d'espace pour moins cher, etc. Et nous, on a déjà eu ces cas-là avant, en fait. Parce que, alors, Triptych, donc moi je suis arrivé chez Triptych quand c'était une startup et entre-temps, ça a été racheté par un groupe qui s'appelle Link-by-Net. Ouais. Et chez Link-by-Net, c'est une société française basée à Saint-Denis, mais qui a des agences dans beaucoup de villes en France et aussi dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord. Et donc, il y a des principes de ce qu'ils appellent de canyoning, où on va changer d'agence. Déjà, on va faire des mutations. Mais il y a aussi eu des cas de canyoning. Par exemple, il y a un Parisien qui est allé s'installer à Aix-en-Provence avant qu'on soit acheté par cette boîte. Et quand on a fait connaissance, ça faisait 5 ans qu'il était en full télétravail. Alors, dans mon entreprise, ce sont des exceptions. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi pour l'instant, mais avec le déconfinement, en ce moment, il y a quand même une communication qui est tournée vers c'est bien de retourner au bureau. Alors, il n'y a pas trop d'explications. La seule que j'ai eue, c'était en fait les collaborateurs. Une des choses qu'elles aiment bien de cette entreprise, c'est l'esprit d'équipe dans les bureaux, quoi. C'est les gags, c'est le fun. Il y a un toboggan dans le siège social. Voilà. Il y a tout ce côté-là qu'on n'a pas forcément chez soi et certains ont exprimé un manque. C'est intéressant. Et donc, j'ai trouvé que le discours managérial était plutôt… le télétravail, ça redevient quand même l'exception. D'accord, parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, tous les gens qui arrivaient au bout de 30 ans, ils se barraient tous à Nantes, vraiment tous à Nantes. Et ils faisaient Paris-Nantes. Et il y a quelques-uns qui allaient dans la filiale à Nantes, c'était Unilog Logica. Et la plupart devaient changer de boîte pour pouvoir déménager et suivre leur projet de famille et tout ça. Et du coup, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les gens vont partir pour avoir une autre vie ou là, ça va rester l'exception? Alors, oui, ça va rester l'exception. Après, il y a un des mécanismes d'exportation, d'expatriation quelque part. Ça a toujours été, s'il y a un client et que tu développes une petite clientèle autour de toi, vas-y, pars. Et d'ailleurs, l'aventure asiatique a commencé comme ça. C'est quelqu'un qui voulait aller déménager en Asie. Qui a dit à ses managers chez Link-by-Net, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai des contacts là-bas. Est-ce que je peux pas trouver des clients là-bas? Et en fait, il y en a un qui est parti là-bas, qui a monté l'agence grâce à ses contacts. Donc, c'est des choses intéressantes. Mais c'est quelque part parce qu'on va devoir travailler sur place dans les bureaux de nos clients ou en proximité physique de nos clients. Ce qui a été un peu chamboulé ces derniers temps. Donc, j'attends de voir ce que ça va changer en termes de mentalité. Et tu voulais intervenir sur quelque chose tout à l'heure, Alexandre? Juste sur les aménagements financés du bureau chez soi, financés par l'entreprise ou par soi-même. Par exemple, le bureau qui se lève, etc., qui finance tout ça. Juste pour dire que, par exemple, chez nous, les espaces de coworking, Uber, on utilise c'est payé par la boîte. Après, c'est aussi… Je pense que dans notre milieu, on a la chance, en tant que candidat pour travailler dans une entreprise, de choisir son entreprise. Et à un moment, faut choisir… nous, dans notre domaine, on a cette chance-là. Donc, autant en profiter et choisir ce qui convient. Ils vont payer le coworking, ils vont payer l'électricité, ils vont payer l'Internet, etc. Sans que ça fasse partie sans que ce soit une contrepartie salariale, quoi. Ouais. Ça marche. Il y a une question de Vincent Cassé. N'hésitez pas pour les questions, on va conclure sur les questions pour le chat.
comment prouver aux directions qui demandent l'inverse que le télétravail peut être efficace? Donc, qui demande l'inverse? Ouais, j'étais en train de lire cette question, j'essaie de décrypter. Tu peux repréciser, Vincent? Je pense que par là, la question qu'il entend, c'est le manager veut que tout le monde retourne au bureau et comment on peut montrer qu'on est productif chez soi. D'accord. Ok. Parce que effectivement, c'est difficilement démontrable entre les managers qui vont aller voir les commits, etc. Enfin, ce genre de conneries, des non métriques. Je rappelle qu'IBM, elle s'est tapé des gros procès sur le nombre de lignes et tout ça. Mais ok. Alors, moi, mon expérience agile va être en leur faveur un peu. Il y a un grand principe agile, c'est la seule métrique d'avancement vraie, véridique, c'est du code qui fonctionne. Donc, vous voulez encore plus avec un manager. D'ailleurs, j'ai fait une conférence l'année dernière sur le rapport manager et employé. Et ça parlait un petit peu de ce niveau d'avancement. C'est que parfois, on peut déplorer des managers qui ne comprennent pas ce que l'on fait, qui ne peuvent pas toucher du code, etc. Mais quelque part, ça peut être un avantage qui nous oblige à rendre notre travail démontrable à quiconque. Donc, on veut montrer à son manager qu'on a travaillé, ben, on lui montre la fonctionnalité, on lui fait une démo de la fonctionnalité qu'on a développée. Ou même plus encore, on lui dit va voir la doc que j'ai écrite et essaye de faire telle nouveauté sur l'application. Et alors, ce qui serait génial, c'est que le manager, il attend ça avec impatience et il a envie de cliquer et là, c'est vendu. Ou peut-être que la fonctionnalité en question, c'est moins sexy et qu'il faut essayer de le vendre et justement aller chercher les arguments de vente métier. C'est pourquoi cette fonctionnalité, elle est super intéressante au niveau financier, au niveau d'expérience utilisateur. Et du coup, de remplacer parfois la surabondance de jargon technique par un jargon métier. Ouais, oui, je vois le. Et c'est pas valable que pour la partie informatique, hein. La finance, il y a aussi une grosse effort à faire, tout ça. Hein. Oui. Je souffre un peu des fois. Ok, j'essaye de capter toutes les questions et le volume. Après, je regarde la question, il y a beaucoup, c'est pas remote ou pas remote, c'est les modes de management, j'ai l'impression, à beaucoup d'endroits. Ouais. Alors, il y a mon collègue ElectroMonkeys qui sème un peu des choses. Oui. Donc, je fais une petite dédicace à son podcast, si certains ont écouté. Il a commencé un podcast sympathique sur lequel j'ai été invité. Donc, voilà, je suis un peu biaisé, mais il y a des choses intéressantes. Ça s'appelle comment le podcast, du coup? Du ElectroMonkeys. Ok, très bien. Il peut mettre le lien. Hein. Je sais pas si on peut mettre... Ah non, il n'y a que Yohan qui peut mettre les liens. Non, les liens sont activés. Tout le monde peut poster des liens pour partager des choses. Ok, très bien. Avant de conclusion, on va prendre une dernière question, puis après on va mettre un petit mot de conclusion à chacun. Je refais l'historique. Hein. Yes, moi aussi je suis en train de reparcourir le chat pour le coup. Il y a eu Il y beaucoup a de pas mal questions. choses sur les temps de transport et que le temps de transport était converti en travail et que c'était dur. Et les non-tech, ouais. Il y avait Arnaud, le Wikiweb, sur les non-tech, c'est compliqué le travail à distance dessus. Ouais, je pense qu'il peut y avoir quand même une réflexion sur les autres métiers que l'informatique et à voir comment, pas nécessairement le télétravail, qu'est-ce que le télétravail peut apporter, mais qu'est-ce que l'outillage peut apporter. Et comment est-ce qu'on fait pour mieux pivoter son industrie face à certains cataclysmes parfois. Mais c'est des leçons qui peuvent être utiles pour des choses plus petites, plus anodines, de comment est-ce que je fais face à quelque chose d'imprévisible et d'être capable de faire avec, quoi.
Donc, bien sûr, je suis un peu biaisé. L'agilité, pour moi, ça répond largement à ce genre de problématique. Et les vecteurs de communication aussi. Quels sont les... Donc, il y a cette citation de la loi de Conway. Nos outils reflètent les canaux de communication que nous avons en place. Donc, essayer de réfléchir sur les canaux de communication qu'on a et voir comment on peut les améliorer pour rendre notre travail plus efficient. C'est un beau mot de conclusion de ton côté déjà. Alexandre, j'allais dire encore dire canard, excuse-moi, Alexandre. Non. Pourquoi tu voulais conclure de ton côté? Bah non, mais écoute, tu peux pas conclure différemment. C'est effectivement la même chose. Le primordial, c'est la communication. Et que ça, que ce soit par du tooling, que ce soit en vrai ou à l'oral, c'est que la communication et qui de conséquence, introduit la confiance, en fait. En fait, la confiance, c'est la communication, finalement. Enfin, c'est la même chose, je pense. Mais voilà, c'est tout. Ça marche sur la confiance et la communication. Bah écoute. Oui, je pense que si je peux ajouter, donc cette confiance, elle est hyper importante et il ne faut pas. Si on est pour le télétravail, super, je respecte. Attention, c'est pas magique. Et justement, ça peut être encore plus intéressant. Enfin, vous pouvez avoir un monde du télétravail d'autant plus riche et d'autant plus intéressant que vous allez vraiment attaquer les problèmes que ça représente et les leçons des avantages du monde agile et du travail présentiel. Donc, l'outillage que Clever a apporté, je trouve ça super intéressant et inspirant. Et notamment sur la partie asynchrone, vous pouvez aussi lire les articles du blog d'Alan qui communique beaucoup sur cette communication asynchrone, mais c'est des choses que vous allez aussi retrouver chez Elastic, chez Adobe. Il y a eu des présentations, des partages dessus. Seulement, on a un apprentissage. GitLab, beaucoup aussi, ils ont même fait un bouquin, plutôt comment ils appellent ça, ouais, je sais plus, mais ouais, ils ont fait tout un truc parce que ils sont complètement asynchrones, ils sont sur énormément de time zones, etc. Comme Elastic, tu as pu le dire. Mais après, il y a plein d'exemples concrets de toutes ces mises en œuvre-là. En fait, c'est tous les projets open source qui marchent. Typiquement, le kernel Linux, c'est des gens qui ne se connaissent pas. C'est des gens qui sont tous aux quatre coins du monde. Et c'est une release tous les mois. Enfin, ça avance. Enfin, voilà. Ça marche. Il faut juste être motivé. Et c'est un peu plus compliqué qu'une application de gestion, ouais, en plus. Donc, Ah bon? Et tout est asynchrone, surtout. C'est ça. Ouais. C'est que des discussions. Et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas eu de problème de communication. Linux Torvald, on a aussi un exemple. Exactement. En tout cas, merci à vous deux de s'être prêtés au jeu. Donc, on a fait une bonne heure et demie. Yoann, tu nous mets ça sur YouTube Ouais, ce sera sur YouTube demain. Demain. Ah oui, Ouais. c'est pré-monté, c'est facile. Et tout ça. Ouais, c'est ça, je cut et tout. Ouais. Ça marche. Et merci pour ceux qui ont participé pour le chat. On va essayer de prendre un maximum de questions. Et il y a eu d'autres débats qui sont lancés sur qui ne même pas télétravail, qui sont vraiment salariés versus freelance mercenaires et tout ça. Donc ça s'étend, ça va très très loin. Donc voilà. Et sinon, sur le même sujet, je pense que dans les archives de YouTube École en scène, vous avez une présentation sur les nomades, les travailleurs nomades, qui est une forme encore plus poussée, on va dire. C'est ça, ouais. J'ai pu poster dans le chat 2 sondages Twitter, voilà, si vous voulez y répondre. Justement, il y a les différents types de télétravail, donc le work from home, le nomade, donc qui va voyager, celui qui préfère le coworking, et donc celui qui préfère aller au bureau. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Vous pouvez continuer la discussion du coup sur Twitter, vous avez tous les handles qui passent dessous là, si vous voulez taguer les intervenants, donc n'hésitez pas. Et je crois qu'on va se laisser là-dessus du coup. Bonne soirée tout le monde, et puis on se dit au prochain meet-up du coup. Ciao. Merci Alexandre et William encore. Merci, salut. Merci beaucoup.